Encore plusieurs marchés là, où on n'est pas présent, donc on travaille activement sur ces marchés-là. On est aussi en train de développer un modèle qui va pouvoir fonctionner dans des plus petits marchés, donc un modèle de gym qui est plus petit. Donc c'est vraiment comment on fait pour continuer de grandir, pour continuer d'ouvrir des gyms dans notre marché, puis continuer d'opérer dans notre belle province. Renaud Baudry, vous êtes président d'Econo Fitness, la plus grande chaîne de gym au Québec. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du fitness, vous avez joué un rôle déterminant dans l'expansion fulgurante d'Econo Fitness depuis l'ouverture de son premier gym en 2013. Inspiré d'un concept allemand, l'entreprise a connu un succès instantané passant à 74 gyms en seulement 11 ans. Malgré les défis, notamment causés par la pandémie de la COVID-19 qui a rendu la gestion quasi impossible, Econo Fitness vise à atteindre 100 gyms d'ici 2026. Vous avez récemment été récompensé par le prix de Leadership 2024 du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, témoignant de votre engagement à rendre la mise en forme accessible à tous les Québécois. Renaud Baudry, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être là et merci de l'invitation. Là, je pense qu'on va avoir bien du plaisir à parler d'Econo Fitness aujourd'hui. Effectivement. Puis Renaud, peut-être avant de parler de cette belle histoire, est-ce que c'est possible pour toi de juste prendre quelques minutes pour expliquer à notre audience, il ne doit pas en avoir beaucoup, qu'est-ce que Econo Fitness et qu'est-ce qui vous distingue également des autres gyms au Québec? Écoute, il y a quand même 30% de la population qui connaît pas Econo Fitness. Fait qu'on peut leur expliquer. Notre mission, c'est de rendre la mise en forme accessible. Comment on le fait? Ben, premièrement, c'est en faisant des super beaux gyms à très bas prix, en ayant des équipements de qualité en grande quantité. On a 75 gyms, bientôt 75 gyms au Québec, dont la majorité sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans ces gyms-là, on a aussi des zones de détente qui comprennent hydromassage, chaise de massage. Il y a du bronzage aussi dans ces zones de détente. Et dans 9 en fait, gym Econo Fitness, il y a aussi des cours en groupe avec coach sur place et il y a des cours virtuels en ligne. Donc, c'est ça, Econo Fitness, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Super beau gym, très bas prix. Ouais, exactement. Donc, on invite les gens qui veulent se remettre en forme à nous écouter aujourd'hui à aller considérer vos différents gyms parce que vous êtes rendus littéralement partout au Québec. Et Renaud, j'ai cru comprendre qu'avant de rejoindre Econo Fitness en 2013, avant de lancer tout ça, tu as été 14 ans chez Énergie Cardio, donc je pense que tu as beaucoup d'expérience dans le domaine du fitness en général. Peut-être que tu pourrais juste nous parler un peu de tes apprentissages, de l'expérience que tu as été capable d'accumuler chez Énergie Cardio et nous dire comment ça t'a aidé peut-être avec Econo Fitness. Ben oui, 22 ans dans l'industrie. En fait, Econo Fitness, à la base, c'est un spin-off. On en parlera plus précisément. Mais ce que je retiens de mes années Énergie Cardio, c'est une entreprise qui a été fondée par mon père en 1985, donc avec des valeurs familiales. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on continue de prôner chez Econo Fitness aujourd'hui, ces valeurs familiales-là, gestion de proximité avec une équipe tissée serrée. Je pense que mon père avait une vision claire de ce qu'il voulait faire avec Énergie Cardio. La même chose avec Econo Fitness, avec une mission qui fait beaucoup de sens aussi. Quand on est dans l'industrie du conditionnement physique, on est des gens passionnés et la passion et la mission sont souvent très près l'un de l'autre. Donc, des gens très, très passionnés, engagés, puis une communauté engagée aussi, c'est vrai pour les membres, c'est vrai pour les fournisseurs. C'est un peu les valeurs puis les éléments qu'on a fait transitionner vers Econo Fitness, qui aujourd'hui comprend 280 000 membres. Wow, c'est exceptionnel, 280 000 membres. Mais bon, parlons-en un petit peu. Comment tout ça a été lancé? Comment, après ton passage chez Énergie Cardio, après ces réflexions-là, après ce travail-là, vous avez eu l'idée de lancer le tout en 2013? Parce que bon, j'ai cru comprendre que le concept, l'idée venait de quelque chose que vous aviez vu en Europe. Peut-être que tu pourrais partager à notre audience la genèse de tout ça? Oui, tout à fait. Ben, en fait, le concept, c'est un nouveau segment de marché qu'on a lancé Econo Fitness qui n'existait pas au Québec, mais le concept en tant que tel, il existait. Il y avait déjà
5 ans peut-être dans le reste du Canada, 10, 15 ans aux États-Unis, puis plus de 30 ans en Europe quand on a lancé. Fait que oui, c'est une chaîne allemande là, qui a démarré ça, qui s'appelait McFit. Donc, qui a conçu, si on veut dire, le segment de gym à bas prix, donc de gym de grande qualité à bas prix qu'on l'appelle. Donc, nouveau segment. Puis quand on a vu ces chaînes-là se développer autant en Europe, aux États-Unis, même dans le reste du Canada, avec un partenaire à nous qui s'appelle Fit for Less, on s'est dit, il y a certainement une opportunité pour le marché québécois. Puis il y a quelque chose là qui n'existe pas dans notre marché, mais qui pourrait permettre à un plus grand nombre de Québécois d'avoir accès à un gym. Et c'est là que toute la notion d'accessibilité a pris son sens. Donc, la raison, le pourquoi EconoFitness existe, qu'est-ce qui nous a amené à lancer EconoFitness, c'était toute cette notion d'accessibilité au gym. Oui, les prix, au départ, c'était vraiment une question de prix. Mais avec le temps, on a développé l'accessibilité, que ce soit en intégrant les heures d'ouverture 24/7, par exemple. On a, puis en développant rapidement 75 gyms partout, dans toutes les régions du Québec. Donc, ça nous a permis de pousser le concept d'accessibilité encore plus loin. Intéressant. Et bon, on est sur le podcast Hypercroissance. On aime parler avec des organisations qui connaissent ça, c'est quoi la croissance. Je le répète, je l'ai dit en introduction, vous avez, au moment où on se parle, ouvert 74 gyms. Est-ce que le chiffre est bon? Est-ce que c'est 74 gyms, Renaud, toujours à ce jour? 74 gyms aujourd'hui. On vient d'ouvrir. Dans les 2 dernières semaines, là, on a nos 2 derniers bébés qui sont venus au monde, à Belleuil et à Brossard. On est particulièrement fiers de Brossard aussi, dans le centre d'entraînement des Canadiens de Montréal, qui sont nos partenaires, au complexe sportif CN. Donc, c'est 25 000 pieds carrés de surface de gym. Et vraiment un beau flagship à visiter certainement. Là, on a poussé le concept de super beau gym encore plus loin et toujours à très bas prix. Wow. Bon, donc 74 gyms, 11 ans. Bien entendu, ça provient avec une très, très belle expérience que vous avez dans le fitness. Vous savez comment ouvrir des gyms, vous savez comment les opérer. Mais tout de même, il y a des gens qui vont nous écouter aujourd'hui, ils vont dire, OK, comment moi je suis capable de prendre mon entreprise qui est dans le brick et mortier, qui est dans le volet physique, et je suis capable d'ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70 succursales en l'espace de 11 ans. Parle-nous un petit peu de comment vous avez mis en place votre commercialisation. Quelles ont été les initiatives qui vous ont permis d'aller aussi vite? En fait, je pense que la clé du succès, c'est l'équipe. On partait pas de rien. Donc, on avait quand même accès à beaucoup de ressources, que ce soit matérielles, financières, ressources humaines, du fait que notre entreprise existait déjà. On avait l'expérience d'énergie cardio. On a aussi un partenariat avec Good Life Fitness dans le reste du Canada, qui comprend 400 gyms partout au Canada. Donc, on avait la connaissance d'abord, on avait l'équipe et la structure aussi pour supporter cette croissance rapide-là. Donc, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. On a commencé par Proof of Concept, Ville-Saint-Laurent. On est en 2012, 2013. Puis, on a décidé de lancer justement de transformer un gym qui opérait sous la marque Énergie Cardio auparavant, de le transformer en EconoFitness. Puis rapidement, là, on a vu qu'il y avait une opportunité là, que les gens adhéraient rapidement. Donc, on a spécialisé une équipe de développement sur EconoFitness. Puis on a engagé, en fait, de nouvelles ressources là, qui allaient se consacrer uniquement à EconoFitness à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. On a mis une équipe, là, peut-être, je te dirais, qui ont commencé à 2 ou 3 pour vraiment partir le développement, faire le plan de développement. Puis, la suite, vous la connaissez, ça a été un après l'autre à partir de 2013. Je pense que l'année cruciale, ça a été l'année 2015. On a ouvert 25 gyms
dans l'année 2015. Donc, ça, c'est 2 par mois. C'est hyper croissance que ça s'appelle le podcast. Ça serait une belle expression pour 2015, pour qualifier 2015 l'hyper croissance. Puis après ça, ben là, c'était comme on avait le vent dans les voiles. Puis l'équipe a continué à grandir et à se spécialiser sur la marque Econo-Fitness pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, là. Avec tous les soubresauts et les aléas de la vie. Donc, il y a eu plusieurs tempêtes depuis 2013, mais bon, on est toujours là et on est toujours en pleine croissance. Donc, c'est un bel accomplissement d'équipe. Effectivement. Puis on va en parler dans quelques minutes des soubresauts, comme tu l'as si bien dit, qui se sont déroulés parce que, soyons honnêtes, vous n'avez pas été épargnés. Mais j'aimerais quand même qu'on prenne un petit peu de temps ici. On va pas rendre le tout trop simple à notre audience. Là. On va pas simplement dire qu'il y a un gym qui s'est ouvert puis ils se sont tous ouverts par la suite. Et moi, j'aimerais comprendre. Vous ouvrez le premier gym, vous avez déjà une infrastructure avec Énergie Cardio, vous connaissez l'environnement dans lequel vous opérez, bien entendu. Quel a été le déclenchement de votre côté de vous dire qu'on doit accélérer? Est-ce que vous avez vu rapidement que la demande était beaucoup plus grosse que ce que l'offre pouvait offrir, que les gens vous disaient spécifiquement, finalement, c'est ça qu'on attendait depuis longtemps? Est-ce que c'est au niveau de la demande que vous avez dit, OK, on doit mettre les bouchées doubles avant que quelqu'un arrive? Est-ce que c'est d'autres points qui se sont matérialisés devant vous? Comment avez-vous... La demande. Ouais, la demande, OK. C'est vraiment là, je pense que tu as le bon point de départ, c'est la demande. Ça a été automatique, en fait. On a ouvert la porte, les gens se sont précipités. C'est ça l'élément déclencheur. On est parti avec un concept avec lequel on avait vu ce qui se passait ailleurs dans le monde. C'est consciemment, on savait qu'il y avait de la demande au niveau du marché pour ce segment-là, mais on pouvait pas s'imaginer l'ampleur. C'est vraiment, ça l'a pris en feu, là. Littéralement, là, on a ouvert la porte, les gens se sont lancés dans le gym, puis ça a été, puis c'est pas des mois, là. C'était évident que la demande était là. Puis rapidement, on a commencé à se faire demander par les clients, par le marché. Ouvrez ici, ouvrez dans telle ville, on en veut un dans notre communauté. C'était des messages quotidiens. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Je veux dire, on n'est pas. Il y a des marchés où on n'est pas présent, là. Châteauguay ou à Valleyfield. C'est à tous les jours, là. Quand est-ce que vous allez ouvrir à Châteauguay? Le meilleur exemple, c'est Belleuil. On vient d'ouvrir de Belleuil. Je pense qu'à Belleuil, ça fait 7 ans qu'on reçoit des messages, au moins un par jour. À quel moment allez-vous ouvrir à Belleuil? Fait qu'il y a encore cette demande de marché-là pour le concept d'Econo-Fitness. Fait que c'est vraiment, tu sais, quand je parlais des gens, il y a l'équipe de travail, mais je parle aussi de la communauté. Les gens qui sont membres d'Econo-Fitness sont fiers d'être membres d'Econo-Fitness. Les gens qui n'ont pas d'Econo-Fitness dans leur secteur demandent un Econo-Fitness dans leur secteur. Fait que c'est vraiment, ça a créé, au départ, est-ce que c'était la nouveauté au départ ou peut-être qu'il y a eu un effet nouveauté, mais ce qui est le fun de constater, c'est que l'engouement pour Econo-Fitness est encore là, existe encore, puis qu'on sent encore cette demande-là dans les marchés où on n'est pas présent. Fait que c'est vraiment la demande. Si tu me demandes c'est quoi l'élément qui nous a stimulés à grandir si vite, c'est vraiment la demande, c'est vraiment les gens, les membres qui nous poussaient, puis le succès instantané de ce premier gym à Ville-Saint-Laurent nous a donné un peu la confiance aussi de dire OK, on peut y aller, les gens veulent ça. Il y a réellement une demande, il y a réellement une place dans le marché pour ce segment de marché-là. Puis on se faisait regarder par l'industrie comme des extraterrestres. Hein? C'est comme si on arrivait avec un concept qui avait pas de bon sens, on va dire, parce que le bas prix, parce que
le principe du bas prix aussi vient avec des ressources humaines limitées. Donc, on commençait à réduire. En fait, notre modèle repose sur une quantité limitée de personnel sur place, ce qui est un peu contraire à ce qu'on connaissait traditionnellement dans les gyms, avec service, rempli d'entraîneurs, rempli de cours en groupe. Donc là, on arrive avec un modèle où tu t'abonnes en ligne, puis après ça, tu rentres dans le gym, puis tu utilises des moyens technologiques pour découvrir le gym, puis découvrir les équipements. Donc ça aussi, ça a brassé aussi. C'était un élément où ça nous a pris un certain temps aussi à développer notre confiance en notre modèle d'affaires parce qu'on arrivait avec quelque chose de nouveau. Puis aujourd'hui, je pense que si on regarde le marché, les membres sont satisfaits et se sont accoutumés aussi à ce virage, à cette transformation numérique de l'utilisation d'un gym. Non, mais c'est tellement fascinant. Puis bon, on peut voir vous opérer dans une catégorie qui a une demande qui est excessivement élevée. Donc ça, c'est bien. Vous avez été capable d'entourer la bonne opportunité ici, de présenter l'offre, de croître vite. Ceci étant dit, il faut que les gens comprennent également, eux qui vont nous écouter, que opérer une organisation de la sorte, ça demande bien entendu une capacité d'acquisition puis de trouver des nouveaux clients, certes, mais surtout une capacité de logistique opérationnelle, c'est-à-dire que tous les coûts doivent être regardés, doivent être considérés parce que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est un prix d'entrée EconoFitness. Donc, est-ce que tu peux peut-être expliquer et aider notre audience à comprendre qu'au-delà de la croissance ici, si on veut faire en sorte que la structure économique fasse du sens, vous devez avoir une rigueur opérationnelle de tout instant. Comment ça se matérialise au quotidien? C'est sûr que EconoFitness, c'est un modèle de coût. C'est une entreprise de coût. Donc, chaque dollar est compté, chaque sou est investi de manière stratégique. Puis, c'est un modèle qui est basé sur les économies d'échelle. Donc, c'est sûr que quand on dit 75 gyms, ça prend 75 gyms pour supporter le modèle. Ça prend les économies d'échelle pour dégager la rentabilité. Donc, ça va de soi. Donc, c'est au quotidien, là, la gestion des budgets, la gestion des coûts, c'est essentiel pour assurer le succès du modèle d'affaires. Puis après ça, c'est sûr qu'au départ, ça a pris un certain temps à avoir ce niveau, cette échelle justement qui nous permet de dégager des économies. Donc là, c'est sûr que les premières années, la rentabilité était différente, on va dire. Et puis avec le temps, puis avec la taille de l'entreprise aujourd'hui, là, on est capable d'avoir un modèle qui est soutenable pour le futur. Donc, c'était un grand risque à l'époque aussi, si on voit ça dans ce sens-là, de dire je vais me lancer dans ce modèle-là et plus tard, on verra comment on le rentabilise. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé aussi. Mais voilà, c'est ça. C'est un modèle de coût puis un modèle d'échelle. Puis ça fait partie des éléments essentiels pour réussir dans un modèle comme EconoFitness. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre
organisations. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Et parlons-en un petit peu de comment réussir, parce que tu le dis, il y a un prix d'entrée, mais si on utilise et qu'on va dans un écono-fitness, je pense que les gens vont pouvoir le voir. Il y a des manières de faire en sorte que le client achète plus. Comment vous mettez ça en place de votre côté? Comment vous structurez pour que ça fasse du sens? Est-ce que vous avez déjà peut-être certains scénarios où est-ce qu'un client doit acheter X, doit acheter Y pour que ça devienne rentable pour vous? Sans nécessairement rentrer dans le détail du détail, juste nous donner un petit peu ce qu'on pourrait appeler en anglais le business case de la situation avec une localisation pour la rendre profitable et rentable. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'avoir un produit d'entrée à 4,99. Donc, c'est un abonnement qui est offert avec une accessibilité le week-end. Donc 4,99 pour 2 semaines. Puis donc ça permet, je parlais d'accessibilité au départ, mais ça permet de rendre le gym accessible à vraiment tout le monde. Donc ça, c'est la base. Après ça, on fonctionne avec un système d'upsell, de surclassement, ou pour avoir accès à d'autres zones dans le gym ou à des services supplémentaires. Là, on va pouvoir passer à l'abonnement écono, l'abonnement platine, l'abonnement extra. Puis là, on va pouvoir ajouter une quantité de services. Mais tu sais, parmi ça, il y a l'accès 24/7, il y a les douches, il y a la zone platine dont je parlais avec chaise massage, hydromassage, bronzage. Dernièrement, on a ajouté aussi des lits de cryothérapie. Donc, c'est un appareil qui nous permet de récupérer après l'entraînement avec la thérapie par le froid et le chaud. Donc, on a ces équipements-là à valeur ajoutée, si on veut, qui peuvent permettre d'obtenir du surclassement là, puis d'augmenter les revenus éventuellement. Donc, et tout est automatisé dans le modèle Econo-Fitness. Donc, c'est vraiment un modèle qui est libre-service, qui est basé sur le libre-service. Donc, quand on est membre, on reçoit une carte de membre. C'est cette carte de membre-là qui va nous donner accès aux équipements à valeur ajoutée, que ce soit la zone détente, que ce soit les douches, que ce soit l'accès 24/7. Donc, c'est notre carte qui débarre tous les accès en fonction de l'abonnement. Non, c'est exceptionnel. C'est un modèle vraiment, vraiment intéressant dans la manière qu'il a été construit. Bon, tu as parlé de soubresaut plus tôt. Je pense que les gens aimeraient savoir comment on gère une organisation qui possède autant de gyms et qui, du jour au lendemain, on se fait dire tes gyms, tu les fermes au complet. Et là, des restaurants pouvaient trouver une façon de continuer à faire de l'argent avec la livraison à domicile. Des magasins étaient capables tranquillement de mettre des initiatives en place à l'intérieur même de leur magasin pour soit que les gens soient capables de venir chercher directement les biens qu'ils achetaient ou encore une fois vendre en ligne. Il n'y a pas beaucoup d'options. Comment qu'on gère ça et comment qu'on a été capable peut-être de passer au travers de cette situation? On est une entreprise de services, puis du jour au lendemain, on pouvait plus offrir de services. Donc, ça rend la complexité de la chose un petit peu plus grande. Évidemment, comme je le disais, on est une entreprise de coûts.
Fait que le questionnement initial, après la peur et la panique, le questionnement stratégique, c'est comment est-ce qu'on fait pour limiter les sorties d'argent, protéger les réserves qu'on a, puis durer le plus longtemps possible. C'était ça le nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on fait pour durer et combien de temps on peut durer fermé? Donc, ça a été ça les questions pendant initialement 3 mois de juin. Je pense qu'on a ouvert peut-être en septembre ou quelque chose comme ça. Puis 4 fois sur 2 ans, ça a été ça. Je pense que le défi principal, là, au-delà de l'argent, c'était les gens. Parce que très peu de préavis pour ouvrir, très peu de visibilité sur l'avenir. Donc, c'était Econofitness, c'est 750 employés qui, du jour au lendemain, se retrouvaient mis à pied. Et en disant, on sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir, on verra. On vous redonne les nouvelles. On suit l'actualité, puis on verra qu'est-ce qui se passera. Puis après ça, la réalité, c'est que on apprenait 1 jour d'avance, 2 jours d'avance qu'on pouvait ouvrir le lendemain. Tu sais, OK, allô tout le monde. Ce que ça vous souhaite, vous souhaitez toujours travailler chez nous demain. Ça serait pour demain. Donc, le défi principal, puis 4 fois, c'est arrivé comme ça. Donc, une fois, je me rappelle, on a été ouvert 2 semaines. Donc, on a réembauché 750 personnes. Ils ont travaillé 2 semaines. Puis on a dû mettre tout le monde à pied 2 semaines plus tard. T'sais, au niveau gestion, là, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que c'est 750 personnes qui ont des émotions, de qui tu es responsable aussi en tant qu'employeur. Puis là, on n'était pas capable de les faire travailler juste parce que dans l'incertitude dans laquelle on était, on n'avait pas plus d'informations que le public en général. T'sais. Et quand mon employé me pose des questions, la seule réponse que j'avais, c'est regarde le point de presse à la télé. C'est tout ce que je peux te dire. Fait que d'un côté humain, ces 2 années ont été, je dois dire, horribles. Puis d'un point de vue gestion, ben c'est ça, protéger les ressources financières, espérer le mieux pour la communauté, les humains. Puis quand on pense aux clients, ben la même chose. Je pense que le besoin d'activité physique a été mis de l'avant. Donc ça, c'est l'opportunité, je vais dire, de la période pandémique. C'est que les gens ont pris conscience de l'importance de l'activité physique. Quand je parle des gens, je parle de la population, je parle des membres, des consommateurs, des citoyens. Donc, la population a pris conscience de l'importance de l'activité physique. Je pense que cette prise de conscience-là, cet arrêt forcé-là, a permis une reprise qui a été exceptionnelle. Les gens ont été présents dès la réouverture. Là, on était rendu en février 2022. Là, donc, pour nous, la pandémie, c'est mars 2020 à février 2022. Mars 2022, même avant qu'on puisse reprendre nos opérations normales. Donc, 2 années de on and off. Et à partir de mars 2022, ben, les gens sont revenus et les affaires ont été exceptionnelles parce que, je vais dire, les gens étaient en manque. Les gens étaient en manque d'activité sociale d'abord et les gens étaient en manque d'activité physique de manière générale. Après avoir passé 2 ans confinés, les gens avaient besoin de bouger. Et là, la reprise nous a permis rapidement de se remettre en mode croissance et de pouvoir reprendre là, notre rythme de croissance. On n'est pas rendu encore au rythme pré-pandémie, mais certainement là,
je dis ça, mais en même temps, on a ouvert 10 gyms dans les 12 derniers mois, là. On a quand même, je veux pas dire qu'on est lent, là. Je pense qu'on a quand même un bon rythme. Mais tu sais, il y a une certaine reconstruction. Puis là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans la reprise. Puis là, on voit que on va être capable de se structurer, de s'organiser pour continuer la croissance. Puis c'est vraiment stimulant. Les 2 dernières années ont compensé pour les 2 précédentes. En tout cas, je suis content d'entendre ça. Ça veut dire que vous avez été capable de bien structurer l'organisation avant la pandémie pour passer à travers une tempête de la sorte. Effectivement, il y a eu des compensations pour les organisations, certes, mais de tout le temps jongler avec des employés qui restent, qui partent, qui restent, qui partent. Quel cauchemar, parce que c'est sûrement la chose la plus difficile, c'est de bâtir son équipe. Et si une équipe, ultimement, ne sait pas si l'emploi va être d'actualité dans quelques semaines, ben on commence à se poser des questions, puis ça peut être, j'imagine, excessivement difficile de motiver son personnel. Tu as parlé de la reprise. Juste pour rajouter, il y a tellement de gens qui ont quitté l'industrie pendant cette période-là, mais c'est des gens qui sont perdus pour toujours, là. Je veux dire, qui ont décidé de changer de carrière. Je pense à beaucoup de kinésiologues dans notre industrie. Il y avait beaucoup de kinésiologues. Il y en a plusieurs qui ont juste changé de domaine, changé de pratique parce que à cause de toute cette incertitude qui a été causée là. Et probablement que ces gens-là reviendront jamais dans l'industrie de la mise en forme. Donc pour repartir, heureusement, on a un modèle d'affaires qui nous permet un accès à une grande base de main-d'œuvre. Mais ceci dit, ça reste qu'il y a eu une incertitude face à l'industrie. Et ça, en tant que gestionnaire d'entreprise, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Les gens ont la crainte du gouvernement, la crainte du premier ministre. Et pas la crainte. Les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance en toi, mais c'est qu'ils n'ont pas confiance aux facteurs externes sur lesquels on n'a aucun contrôle. Fait que ça, c'est un défi de gestion qui te met dans une situation d'incertitude qui est extrême parce que tu n'as aucun contrôle là-dessus. Mais ça, c'est dit, les gens, je l'ai répété plusieurs fois, puis ce qui fait la différence, c'est l'équipe avec laquelle on travaille, c'est les membres qui nous font confiance. Puis si on a pu se relever de cette crise de pandémie-là, c'est à cause des gens, à cause de la communauté, puis surtout à cause des membres et des employés qui ont décidé, malgré tout, de continuer à s'entraîner chez nous, puis de continuer à travailler dans notre entreprise. C'est ces gens-là qui ont fait toute la différence, puis qui nous ont permis de se relever. Non, j'en doute pas. Et parle-nous un petit peu de la reprise. Tu as dit que c'est reparti en flèche. Vous avez ouvert 10 gyms. Est-ce que vous avez dû faire les choses différemment que vous le faisiez pré-pandémie? À quel point votre stratégie de commercialisation, votre structure opérationnelle a dû évoluer suite à cette fameuse COVID-19? Oui, ben en fait, ta question me fait sourire parce que je suis pas exactement sûr comment on a réussi à faire ça. Parce que la pandémie dans notre industrie a créé plusieurs enjeux. Puis je pense que l'enjeu principal, c'était l'accessibilité des ressources. Avoir accès à des équipements, c'était difficile parce que la chaîne logistique avait brisé complètement. La chaîne avait débarqué, comme on dit. Juste avoir des pièces, là, les 2 dernières années, avoir des pièces pour réparer notre équipement, c'était difficile. Donc, juste la notion d'approvisionnement dans les 2 dernières années. Je sais pas comment c'était pendant la pandémie, on n'a rien acheté, mais c'est pas vrai, on a acheté du désinfectant en masse. Mais la chaîne logistique a brisé. Fait que le défi de la croissance a été vraiment l'accès, rebâtir les équipes, puis 2, l'accessibilité aux ressources matérielles, puis recevoir les tapis roulants et des dumbbells à temps pour la date d'ouverture qu'on s'était fixée. C'est comme les 2 choses qu'on a dû mettre en place. Fait que quand je te dis, je suis pas exactement sûr de comment on a fait. Je pense qu'on a juste des gens très motivés et engagés et des fournisseurs
qui croyaient en nous, puis qui ont réussi à nous mettre en haut de la pile de priorité dans l'approvisionnement. Puis nous permettre d'avoir accès à ces équipements-là, puis pouvoir réaliser ces projets d'ouverture là. Bon, en tout cas, vous avez bien réussi. 10 gyms dans la dernière année, c'est peut-être pas à la hauteur de tes attentes, mais c'est assez exceptionnel tout de même. Et là, comment qu'on se rend à 100? Parce que là, c'est l'objectif que tu m'as dit avant 2027. L'objectif, c'est 100. Donc, il y a encore, comme je disais, encore plusieurs marchés là où on n'est pas présent. Donc, on travaille activement sur ces marchés-là. On est aussi en train de développer un modèle qui va pouvoir fonctionner dans des plus petits marchés. Population, je vais dire 25 000. Donc, un modèle de gym qui est plus petit et qui va nous permettre justement, c'est ça, de pouvoir vivre avec moins de membres. Donc, on est en train de travailler la structure de prix aussi de manière à être capable d'accéder à ces marchés-là, ce qui nous permettra de pouvoir prendre plus d'expansion aussi éventuellement et nous ouvrir des nouveaux marchés. Parce que vraiment, nous, notre mandat, c'est le Québec. On n'a pas l'intention de sortir là, de la province du Québec. Donc, c'est vraiment comment on fait pour continuer de grandir, pour continuer d'ouvrir des gyms dans notre marché, puis continuer d'opérer dans notre belle province. Et toi, ton rôle aujourd'hui, à quoi ressemble-t-il? Comment le rôle d'un dirigeant d'une chaîne de gym comme ça se matérialise au quotidien? Est-ce que tu es davantage dans le développement des affaires? Est-ce que tu restes encore très, très proche de tes opérations en visitant les gyms? Où ton temps va au quotidien? La façon dont je vois mon rôle, c'est vraiment au niveau des gens, faire travailler les gens ensemble. Donc oui, je vais être beaucoup dans les gyms, supporter les équipes, comprendre ma clientèle, comprendre la réalité des employés qui sont sur le terrain. Ça, je pense que c'est une part très importante parce que dans les réflexions qu'on a pour le futur, dans la stratégie qu'on veut prendre pour le futur, je pense que l'essentiel de l'information est là. Parler avec les clients, parler avec les employés, c'est ce qui nous donne la réalité du quotidien, ce qui nous dit ce que les gens veulent réellement. Puis, ça nous permet de nous adapter aussi, nous ancrer dans la réalité d'aujourd'hui, puis d'être très réactif au changement des besoins de la clientèle, parce que le fitness c'est un marché de tendance aussi. Puis les tendances évoluent de plus en plus rapidement. Donc, il faut être sûr d'avoir le bon équipement, d'avoir la bonne quantité d'équipement aussi. Et ça varie dans le temps. Qu'est-ce que les gens ont envie? C'est au-delà de la saveur du mois. Quels sont les équipements les plus populaires? Qu'est-ce que les gens veulent retrouver dans leur gym quand ils s'entraînent? Je pense que c'est d'une importance capitale. Donc ça occupe beaucoup de mon temps. Parler avec les clients, parler avec les employés sur le terrain. Après ça, au niveau du développement, EconoFitness, c'est une entreprise familiale d'abord et avant tout. Donc, je travaille avec mes frères, avec ma sœur, avec mon père. Et c'est une business qui est basée aussi sur les relations. Donc, le développement immobilier, on va dire, bien que ça soit mon frère Thomas qui en est le responsable, va occuper de mon temps à discuter avec les bailleurs, discuter des opportunités de location pour le futur, puis construire ce plan de développement et l'ajuster aussi, parce que je pense que une de nos forces chez EconoFitness, c'est d'être capable de s'adapter puis d'être agile. Donc, adapter ce plan de développement-là, ça occupe beaucoup de mon temps aussi. Et après ça, dans la gestion d'employés, au niveau du comité de direction, c'est coacher mon équipe, d'aligner mon équipe sur la vision, la mission, les valeurs d'EconoFitness. Je pense que c'est prioritaire d'assurer la cohésion de ces équipes-là, de les faire travailler ensemble. Donc, de faire travailler les gens ensemble, je te dirais que ça occupe la majorité de mon temps. Et je pense que c'est crucial aussi pour le développement puis pour la croissance.
c'est les membres, tu sais, Econofitness, c'est une communauté, puis je répète toujours, c'est les membres, les employés, les fournisseurs, c'est tout le monde. J'ai autant de responsabilités à ce que le fournisseur soit heureux de travailler avec nous et fier de travailler pour Econofitness, autant que les membres, que les employés. Tu sais, c'est une communauté qui fait que ça fonctionne, cette entreprise. Bien sûr. Et bon, des petites questions personnelles pour terminer. J'aime bien savoir ce que mes invités lisent. Est-ce qu'il y a un livre d'affaires qui a marqué ton imaginaire? Certainement. Je pense que le livre auquel je reviens toujours, c'est La semaine de 4 heures, Tim Ferriss. C'était déjà lu ce livre-là, mais en fait, Bien sûr. en fait, le principe de la semaine de 4 heures, je pense que le concept sous-jacent, c'est la productivité. Puis ce que ce livre m'a appris, j'ai vraiment pas la prétention de travailler 4 heures par semaine. Et je n'aspire pas à ça non plus, mais je pense que l'apprentissage principal, c'est utiliser son temps de manière productive, c'est-à-dire de générer le plus de résultats le plus rapidement possible. Puis ça, c'est un principe que j'applique dans mon quotidien, l'automatisation, l'optimisation des ressources. Je pense qu'il y a plein de concepts là-dedans qui s'appliquent juste pour être capable d'accomplir plus de choses en moins de temps. Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Et incroyable livre d'ailleurs, je recommande aussi. Si on parle de podcasts, est-ce que tu en écoutes un peu? J'écoute des podcasts. Dans ma préparation, j'essayais de réfléchir à qu'est-ce qui peut être intéressant pour les gens dans ce qui m'intéresse. Puis je pense qu'il y a 2 épisodes. Je vais aller spécifiquement dans des épisodes qui ont été marquants pour moi. Le premier est sur audio. Ça s'appelle Sportive. Oh mon Dieu, j'ai oublié le nom. Sportive.final, je pense. Et un épisode sur Mylène Paquette. Mylène Paquette, qui est une femme très inspirante, qui explique son parcours en fait, et je pense que ce qui m'a peut-être touché là-dedans, c'est justement notre mission chez Econofitness, c'est de rendre la mise en forme accessible. Donc de partir de je ne fais pas tant que ça d'activité physique à je traverse l'Atlantique à la rame. Je pense qu'il y a quelque chose d'inspirant là-dedans de dire le sport, c'est vraiment pour tout le monde. Fait que ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un épisode des Dérangeants, un podcast que j'ai découvert avec l'épisode de Pierre Lavoie, qui nous explique ses aspirations d'un modèle québécois de développement de la littératie physique ou de la culture physique chez les jeunes. Puis pour moi, ça fait tellement de sens de dire que nos enfants fassent plus de sport et pratiquent des sports variés. Parce que là, vraiment, l'objectif, c'est pas d'en faire des athlètes olympiques de ces jeunes-là, mais c'est de faire qu'ils pratiquent du sport au quotidien et plus longtemps dans leur vie. Donc vraiment, Les Dérangeants et spécifiquement l'épisode avec Pierre Lavoie et l'importance de l'activité physique chez les enfants. Fantastique. Et bon, pour terminer, toi, ta routine, à quoi ressemble-t-elle? J'ai 2 jeunes enfants, 2 ans et 3 ans, donc le 5 à 7 est réservé pour les enfants. Je pense que ça, c'est crucial. Donc, s'il y a du travail à faire, ben, c'est après 7 heures, 7h30 maintenant. Donc, ça, je pense que c'est essentiel pour moi. La famille, j'ai parlé des valeurs familiales d'Econofitness aussi. Donc, je pense que ça fait tout son sens de réserver ce temps-là pour les enfants. Donc l'activité physique, c'est le matin, avant de commencer le travail. Je suis un coureur, donc la course. J'invite tout le monde à courir. Passion pour la course. Marcher. On commence par marcher. On marche rapidement. Puis on court. L'important, c'est de bouger et d'être actif. Donc, j'en profite pour faire mon édito sur l'importance de
l'activité physique et de bouger à son quotidien, de se lever de son bureau, de décrocher de son écran régulièrement dans la journée. Je pense que ça, c'est un élément essentiel, autant pour la santé physique que mentale. La pause à toutes les heures pour se dégourdir, essentiel pour tout le monde. J'essaie de l'appliquer, je suis pas un modèle non plus. Hein? Je suis pas 100%, mais bon. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. On fait notre mieux, on fait notre mieux. Oui, exactement. J'aspire toujours à m'améliorer, ça c'est dit. L'important, c'est d'essayer, puis l'important, c'est au moins d'avoir envie de le faire et de comprendre qu'on est tous des humains et qu'au final, en plus, qu'on a une famille comme toi, bon, c'est pas toujours facile, mais c'est bon d'avoir ces informations-là. Prendre conscience de l'importance de bouger et de prendre des pauses aussi pour la santé mentale. Donc, prendre conscience. Exact. Et si on veut en apprendre un peu plus pour EconoFitness, meilleur endroit pour vous rejoindre, Renaud? Ben, econofitness.ca. Toute l'information est là. Puis les abonnements sont en ligne, c'est tellement facile. La simplicité d'un bout à l'autre de l'expérience, je pense que c'est notre aspiration. Voilà, econofitness.ca. Fantastique. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Totalement fascinant. Félicitations d'avoir passé à travers un moment aussi compliqué que la COVID-19, spécifiquement qu'on est dans le domaine du fitness. Félicitations également pour l'hypercroissance. C'est important de le mentionner. 74 gyms en 11 ans. C'est une expansion fulgurante et très rapide. Donc, je te remercie d'avoir partagé cette belle histoire avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.